Donc, salam alaikum. Donc, on va voir aujourd'hui le cours qui va porter sur le globule rouge. Donc, essentiellement, donc, la membrane et le métabolisme érythrocytaire. Donc, si vous me recevez bien, s'il vous plaît, vous m'envoyez comme ça, je continue mon cours à l'aise. Un petit message comme d'habitude. C'est bon, vous me recevez bien, très bien. Donc, comme je l'ai dit, donc, le cours d'aujourd'hui, il va porter sur l'étude physiologique du globule rouge. Et ce qu'on va traiter aujourd'hui, ça sera la membrane et métabolisme érythrocytaire ou encore les enzymes érythrocytaires. Pour l'hémoglobine, étant donc un constituant important du globule rouge, et ça va prendre donc une bonne partie, donc on le laissera pour la prochaine séance. Donc, le globule rouge, c'est une cellule par définition. Donc, c'est quoi? Il s'agit d'une, on l'appelle aussi, comme je l'ai dit, donc hématie ou érythrocyte. C'est une cellule qui est anucléée, donc qui n'a pas de noyau. Elle a une forme biconcave, donc c'est un disque biconcave et elle a un diamètre de 7 microns. Cette cellule, elle a une durée de vie de 120 jours, durant laquelle, donc, vous ne voyez pas donc les diapos. C'est la caméra. Non, normalement c'est sans la caméra. C'est bon? Et maintenant, est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, c'est bon. Donc, voilà, je l'ai expliqué. Donc, le globule rouge, c'est une cellule anucléée biconcave. Elle a un diamètre de, pas encore, donc problème ne se pose pas chez moi, mais puisque certains de vos collègues, donc, ils arrivent à voir les diapos. Est-ce que c'est bon? Non. S'il vous plaît, vous désactivez vos micros. S'il y a lieu d'envoyer un message, vous le faites par conversation, par écrit. Donc, je termine le cours puisque certains, donc, il y a juste un qui n'a pas... Oui, ça s'affiche maintenant et vous écoutez bien, donc très bien. Donc, je termine. Elle a une durée de vie de 120 jours avec un maximum d'efficacité qui est essentiellement représenté par l'oxygénation des tissus, c'est-à-dire la fonction principale du globule rouge, elle est portée par l'hémoglobine qui est donc le transport de l'oxygène du sang vers les tissus et inversement, donc le transport du CO2 des tissus vers les poumons, donc l'oxygénation des tissus. Et pour réaliser cette fonction qui est vraiment importante, il faut qu'il soit parfaitement adapté au système circulatoire. Donc, il doit pouvoir donc circuler facilement au niveau des vaisseaux sanguins et essentiellement au niveau des capillaires sanguins, aussi au niveau des sinus, puisque par des fois, donc, les sinus capillaires, ils ont des diamètres de l'ordre de 3 microns. Et pour cette cellule qui a un diamètre de 7 microns, si elle n'avait pas donc un grand pouvoir
résistance, de déformabilité, donc elle ne pourrait pas traverser ces capillaires qui ont un diamètre inférieur, vraiment inférieur que sa taille. Cela est réalisé par les propriétés donc, mécaniques de la membrane, qui sont la déformabilité de la membrane, la fluidité de son cytoplasme et donc la structure spéciale de cette cellule qui a un excès de surface membranaire par rapport à son volume. Donc, c'est grâce à ces propriétés que ce globule rouge peut réaliser la fonction principale qui est l'oxygénation des tissus. Maintenant, donc, si on va voir donc les constituants du globule rouge. Donc, j'ai les constituants du globule rouge. Donc, le globule rouge, comme on l'a dit, il provient de la moelle osseuse. Donc, après l'érythropoïèse, en dernière position vient le proérythroblaste acidophile. Ensuite, il va passer dans le sang, donc transformé en réticulocyte. Ce réticulocyte, il traverse la moelle donc pour passer dans le sang et donner en dernier lieu donc le globule rouge. Ce globule rouge, il n'a pas de noyau dans ce cytoplasme. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a? Il a de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène, il a donc le globule rouge. Donc, on peut le représenter en quelque sorte comme un sac. Ce sac, donc, ça correspond à la membrane. Elle contient donc de l'hémoglobine. C'est cette hémoglobine qui est responsable de la fonction, d'assurer la fonction d'oxygénation. Et puisqu'il n'a pas de noyau, mais par contre, il a un pool enzymatique et des électrolytes. Le pool enzymatique, son rôle primordial, c'est quoi? C'est la protection des protéines membranaires et des protéines de l'hémoglobine contre l'oxygénation, contre l'oxydation. Contre l'oxydation. Donc, c'est ça le rôle du... Non, ça bouge. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à me suivre là? Oui, très bien. Très bien. Voilà. Donc, on va commencer par la membrane. La membrane du globule rouge. Donc, il s'agit de quoi? Donc, c'est une enveloppe solide. En même temps, elle est solide, en même temps, elle est souple. Elle a un rapport, donc surface sur volume, de l'ordre de 163 mm² sur un volume de 85 femtolitres. Le femtolitre, donc, c'est 10 puissance moins 15 litres. Donc, comme vous voyez, il y a un grand espace, elle a une grande surface par rapport à un volume, par rapport à son volume. Ce qui lui confère donc la structure en disque biconcave. Et comme on l'a dit, elle a des caractéristiques de résistance, déformabilité et élasticité. Si on veut définir donc la membrane, c'est une bicouche lipidique, donc la membrane érythrocytaire, c'est une bicouche lipidique, voilà. Donc,
à travers ce schéma comme ça, vous allez comprendre, il faut très très bien donc l'avoir en tête. Donc c'est ça la bicouche lipidique, cette bicouche lipidique, elle est traversée par des protéines membranaires. Donc il y a deux types de protéines membranaires. Certaines protéines membranaires traversent cette bicouche lipidique. Ces protéines membranaires donc, qui traversent la bicouche lipidique, ils permettent les échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc ça, c'est le milieu extracellulaire et ça, c'est le milieu intracellulaire. Et ces protéines-là, elles portent donc les antigènes de groupe sanguin. Quand vous voyez là, le groupe ABO, groupe D, donc voilà. Et cette bicouche lipidique, elle est soutenue, donc parallèlement à ça, elle est soutenue par un cytosquelette. Donc le cytosquelette, c'est ça. Ce sont les protéines qui se trouvent en intracellulaire, qui procurent à l'érythrocyte sa déformation et sa résistance. Donc là, j'ai une bicouche lipidique. Donc, comme vous voyez, la couche, les lipides, les phospholipides, donc, sont disposés par leur... on a le pôle hydrophile donc, vers l'extérieur et le pôle hydrophobe à l'intérieur. Donc, c'est ça la bicouche lipidique. Cette bicouche, elle est traversée par des protéines qu'on appelle les protéines transmembranaires ou encore les protéines intrinsèques et qui sont liées au cytosquelette, ce qu'on appelle le squelette sous-membranaire. Bon, ça, c'est la spectrine qui est la protéine principale donc, de la membrane. La structure de la membrane maintenant, donc premièrement une composition chimique, donc elle est composée de 40% de lipides qui sont représentés essentiellement par les phospholipides, bon, du cholestérol et des acides gras. Ensuite, j'ai les carbohydrates ou encore les glucides, donc qui peuvent être liés soit aux phospholipides ou encore aux protéines. Et la partie donc, principale, elle est représentée par les protéines. Elle représente à peu près 52%. Maintenant, on va commencer là, j'ai les lipides, les protéines et les carbohydrates. On commence maintenant par les lipides. Un petit mot donc sur la répartition des lipides, ensuite la répartition des phospholipides. La répartition des lipides, comme on l'a dit, donc une partie majoritaire, elle est représentée par les phospholipides, présentés donc par la lécithine, la phosphatidyléthanolamine, la phosphatidylsérine, phosphatidylinositol et la sphingomyéline et l'isocytine. Ensuite, j'ai le cholestérol qui représente 20 à 25% des lipides. Il est exclusivement sous forme libre et présente une répartition régulière dans la membrane. Ce cholestérol, il est en échange continu avec le cholestérol du plasma grâce à une enzyme qui est la lécithine cholestérol acyltransférase. Enfin, j'ai les glycolipides. Ils siègent surtout au niveau du feuillet externe de la bicouche lipidique. Voilà, donc, et certains glycolipides sont porteurs, bien sûr, d'antigènes de groupe sanguin, essentiellement. Donc, les groupes sanguins qui sont portés par les glycolipides sont représentés par le système ABO, le système grand T petit i, le système P et le système Lewis. Donc, ça concerne la répartition des lipides. Maintenant, la répartition des phospholipides. En quelque sorte, la répartition des phospholipides, elle n'est pas donc spécifique juste aux globules rouges, mais vous allez la voir par la suite même au niveau des plaquettes. Donc, ils se répartissent de façon asymétrique en deux couches qui sont opposées par leur groupement hydrophile. Donc, comme je l'ai expliqué, le pôle hydrophile, c'est vers l'extérieur et le pôle hydrophobe, c'est vers l'intérieur. J'ai le feuillet externe qui est représenté essentiellement par la phosphatidylcholine, donc la phosphatidylcholine, et par la sphingomyéline et la phosphatidylcholine. Le feuillet interne, donc, il est représenté essentiellement donc, par la phosphatidylsérine, la phosphatidylethanolamine et la phosphatidylinositol. En cas de perte de cette asymétrie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une augmentation de l'adhésivité des hématies aux endothéliums vasculaires. Donc ça, c'est une anomalie puisque ça va obturer ou encore entrer une obstruction donc, des
globules rouges. Donc, il n'y aura pas de circulation du sang. Et aussi, donc, la caractéristique de ces phospholipides, qu'ils peuvent être donc, le siège de modification entre les deux feuillets. Donc, passage donc, des phospholipides entre les deux feuillets. Et ainsi, donc, l'expansion, si j'ai une expansion du feuillet interne, ça, c'est dans la pathologie. Donc, si j'ai une expansion du feuillet interne, le globule rouge va se transformer en stomatocyte. C'est quoi stomatocyte? Le stomatocyte, c'est le globule rouge. Donc, comme on l'a déjà vu, donc le globule rouge, quand on le voit sur le frottis, donc on le voit comme, en forme d'un disque. Et à l'intérieur, j'ai une dépression claire centrale. Pour le stomatocyte, la dépression claire centrale, elle prend la forme de la bouche, donc stomatocyte. Maintenant, en pathologie aussi, s'il y aura rétraction du feuillet externe, on aura la forme d'échinocyte, ou encore les globules rouges vont se transformer en échinocytes, et ce sont des globules rouges qui sont crénelés et qui ressemblent à des oursins. Donc, ils ont comme des petits spicules comme ça tout autour de la cellule. Maintenant, on a terminé avec les lipides, on va voir les protéines membranaires. Pour les protéines membranaires, on va voir les protéines intrinsèques, les protéines extrinsèques et les interactions moléculaires. Maintenant, pour la distribution donc, des protéines. À travers ce schéma, je ne sais pas ce que c'est ça que je risque de toucher, mais bon. À travers ce schéma, donc, les protéines, j'ai les protéines extrinsèques, ou encore elles sont appelées les protéines du cytosquelette. Les protéines du cytosquelette ou encore extrinsèques, elles sont en position en intracellulaire et on les appelle extrinsèques, c'est par rapport à la bicouche lipidique. Donc, il faut bien comprendre ça, que quand on parle de protéines extrinsèques et intrinsèques, c'est par rapport à la bicouche lipidique et non pas intracellulaire, extracellulaire. Il faut très très bien comprendre ça. Donc, quand je parle d'extrinsèques, ils sont en intracellulaire. Mais par rapport à la bicouche lipidique, ce sont des protéines extrinsèques. Donc, ils sont représentés essentiellement par la spectrine. Donc, c'est la charpente du cytosquelette. J'ai l'actine, donc là, et j'ai l'ankyrine. Les protéines intrinsèques, donc ils sont représentés donc essentiellement par la protéine bande 3 et les glycophorines. Voilà, les glycophorines. Et donc, les glycophorines sont porteurs des antigènes de groupe sanguin. Aussi, il y a d'autres protéines porteurs de groupe sanguin. Là, c'est plus schématisé. Donc, ça, c'est la bicouche lipidique. Ça, c'est les protéines intrinsèques. C'est la bande 3 et les glycophorines. Les protéines extrinsèques, j'ai la spectrine, bon, j'ai l'actine, la protéine 4,1 et l'ankyrine. On va les voir donc, en détail. La spectrine, donc c'est une grosse molécule, elle est composée de 2 chaînes peptidiques, alpha et bêta, formant ainsi un hétérodimère sous la forme de 2 molécules allongées. Ces 2 molécules sont enroulées l'une sur l'autre. Donc, c'est ça la spectrine. Donc, 2 chaînes alpha et bêta qui sont enroulées l'une sur l'autre. Donc, c'est la charpente du cytosquelette, c'est elle qui joue le rôle primordial donc, dans la flexibilité de la cellule et l'élasticité. Elle a cette caractéristique, donc c'est le site de tétramérisation, donc là où se lie la chaîne bêta avec la chaîne alpha des dimères, donc, et la chaîne alpha, donc là, par exemple, on a la chaîne, l'extrémité C-terminale de la chaîne alpha qui se lie avec l'extrémité N-terminale de la chaîne alpha qui se lie avec l'extrémité C-terminale de la chaîne bêta. Et inversement, là, la chaîne bêta avec la chaîne alpha. Ce site de tétramérisation, il est vraiment important. Voilà, donc elle joue un rôle important dans la forme, la flexibilité et la résistance de la membrane. La deuxième protéine, donc c'est l'actine, c'est une protéine donc fibrillaire. Elle est formée de nœuds, voilà, et elle est liée à la spectrine. Et sa liaison à la spectrine, elle est donc renforcée par la protéine 4,1. Donc la protéine 4,1, elle active la liaison donc de l'actine à la spectrine. Là, ce sont des nœuds d'ancrage. J'ai un nœud d'ancrage là, et là, j'ai un deuxième nœud d'ancrage.
La protéine 4A donc, rôle dans l'extension du cytosquelette érythrocytaire et elle constitue un second point d'ancrage pour le squelette. Elle fixe la glycophorine. Donc voilà, c'est la protéine 4A qui vient se lier avec la glycophorine C qui est une protéine transmembranaire. Donc les points d'ancrage, ce sont des points de liaison entre les protéines du cytosquelette avec les protéines transmembranaires. Dans ce cas-là, dans ce nœud-là, elle est réalisée par la protéine 4A. Ensuite, j'ai la protéine aussi, c'est ce qu'on appelle, c'était la protéine qui est la plus importante dans l'ancrage, qu'on appelle l'ankérine. Donc, elle est amarrée au reste de la membrane par de l'ankérine qui est une protéine d'ancrage. Le squelette, donc le squelette membranaire, il est relié donc aux protéines intrinsèques par l'ankérine qui est grâce au lien qui existe entre la chaîne bêta de la spectrine, voilà, entre la chaîne bêta, donc l'ankérine, elle vient se lier en même temps à la chaîne bêta de la spectrine et en même temps à la protéine bande 3 qui est une protéine transmembranaire ou encore protéine intrinsèque. Dans les protéines intrinsèques, c'est simple. J'ai deux types. J'ai la protéine clé qui est la protéine bande 3 ou encore appelée protéine 3 ou bande 3 ou anion exchanger 1, c'est-à-dire c'est un canal échangeur d'anions ou encore elle est appelée aussi canal échangeur d'anions. Donc c'est la protéine principale intrinsèque de la membrane. Elle est constituée bien sûr classiquement de 3 segments, un segment externe situé vers l'extrémité C-terminale, un segment médian dans la double couche lipidique et un segment cytoplasmique au niveau de l'extrémité, représenté par l'extrémité N-terminale. Donc, c'est ça la protéine bande 3, voilà, ou encore canal échangeur d'anions. Donc, c'est à travers cette protéine-là, elle crée un canal, donc là où il va y avoir l'échange des anions entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Voilà, et deuxièmement, donc les glycophorines. Les glycophorines qui sont des protéines transmembranaires, leur rôle primordial, c'est quoi? C'est des supports, des antigènes de groupe sanguin. Donc, ainsi dénommés parce qu'elles portent les radicaux glycosidiques exposés vers l'extérieur du globule rouge. Donc, ce sont des glycoprotéines transmembranaires. Ils sont représentés par les glycophorines A, B et C. Donc, j'ai là A, C, donc là aussi on a vraiment, ils sont importants, donc B, C, D et A. Et donc ils portent les antigènes et renforcent l'amorçage du cytosquelette au reste de la membrane, donc comme on l'a vu à travers ce schéma-là. Voilà. Glycophorine C qui vient se lier donc au cytosquelette via la protéine 4A. Maintenant, un petit mot sur les interactions moléculaires, comme quoi il existe des interactions moléculaires. Et elles sont de deux types, soit des interactions horizontales, soit des interactions verticales. Donc, les interactions horizontales, elles se font entre les protéines du cytosquelette, entre elles, et les protéines transmembranaires et les phospholipides. Donc, comme on voit ici, les interactions horizontales, elles se font entre les protéines du cytosquelette, entre elles-mêmes, par exemple la spectrine avec l'ankérine, la spectrine avec l'actine, l'actine avec la protéine 4,1, donc ça c'est horizontal. Et le deuxième type d'interaction horizontale se fait entre les protéines transmembranaires et les phospholipides membranaires. Là, le deuxième type d'interaction, ce sont les interactions verticales. Elles se font entre les protéines, tout simplement entre les protéines intrinsèques et les protéines extrinsèques. On a un point d'ancrage qui est vraiment important réalisé par l'ankérine et ça c'est le deuxième. Voilà. Les glucides, ils constituent donc la partie oligosaccharidique des glycoprotéines et des glycolipides. Voilà, donc ils viennent se lier aux protéines ou aux lipides. Les principaux glucides membranaires sont donc le galactose, la galactosamine, glucosamine, l'acide sialique, glucose, le mannose. Donc ces sucres-là, vous allez voir quand vous allez traiter les antigènes de groupe sanguin et la constitution donc des antigènes de groupe sanguin. Les propriétés de la membrane, on a deux types. Premièrement, ce sont les échanges transmembranaires. Deuxièmement, les propriétés physiques. Les échanges transmembranaires.
Donc, la membrane érythrocytaire, elle a une perméabilité qui est sélective, puisqu'elle a un contenu en intracellulaire représenté donc, essentiellement par l'hémoglobine, donc qui est le constituant principal du globule rouge. J'ai les phosphatases organiques telles que le 2,3 DPG ou encore le 2,3-diphosphoglycérate et l'ATP. Ces constituants-là ne doivent jamais quitter le globule rouge, donc elle les protège en milieu intracellulaire. Par contre, elle permet l'échange d'eau, donc à travers un passage passif, l'échange d'anions HCO3- à travers donc, la protéine échangeuse d'anions, la protéine 3 ou encore la bande 3, et l'échange de cations, à savoir le Na+, K+, Ca2+, donc à travers donc, un passage actif avec les ATPases, échangeuses de cations. Donc, il y a aussi l'échange de glucose et d'acides aminés. Maintenant, pour les propriétés physiques, la forme normale du globule rouge, c'est un disque biconcave, mais le globule rouge peut modifier cette forme d'une façon, bien sûr, réversible pour s'adapter à certaines conditions circulatoires, comme donc, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il a une déformabilité et une élasticité qui sont aussi importantes. Donc, la perte de cette souplesse membranaire, elle facilite la fragmentation mécanique des globules rouges et leur destruction. C'est ça l'aspect des globules rouges, donc en disque biconcave. Là, bon, quelques images pour voir comment que le globule rouge change de forme, change de teinte quand en pathologie. Là, la pathologie donc, la plus connue qui touche, la plus fréquente qui touche les membranes, les protéines membranaires, c'est la sphérocytose. Et la protéine responsable, c'est l'ankyrin. Donc la sphérocytose, elle est due à une mutation au niveau de l'ankyrin, donc qui est une protéine d'ancrage. Et qu'est-ce qu'on voit sur le frottis des sujets présentant une sphérocytose? On va voir des globules rouges, voilà, en forme de sphérocytes. Donc ça, c'est l'aspect normal du globule rouge. Celui-là encore, c'est vraiment le plus beau. Donc ça. Donc on a une dépression claire. Voilà. Mais par contre, la couleur du globule rouge, elle est rosée, voilà. Mais par contre, le microsphérocyte, sa taille, elle est petite par rapport à celle du globule rouge et on a une condensation à l'intérieur donc de la cellule. Comme vous voyez, pour la même maladie, la sphérocytose, quand la mutation, elle change, je vais avoir d'autres types de cellules. Donc, penciled cells ou encore les globules rouges pincés, voilà. Regardez, c'est comme il y a une petite partie du globule rouge qui est détachée, voilà, pincée, ou encore mushroom cells, ou encore des globules rouges en forme de champignons, comme vous voyez là. Donc, on va les traiter quand on va voir les anémies hémolytiques par anomalie membranaire. Là, c'est juste pour voir donc l'importance des protéines, d'avoir des protéines donc normales pour que le globule rouge donc assure ses fonctions et avoir donc une forme normale. Voilà, dans le cas de par mutation en bêta-spectrine, donc j'ai des sphérocytes et des acanthocytes. Donc c'est ça les acanthocytes. Donc ça c'est un sphérocyte, ça c'est un acanthocyte. Donc il a des spicules et des prolongements au niveau de la membrane cellulaire. Donc ça c'était concernant la membrane du globule rouge. Maintenant on va voir la deuxième partie du cours qui est le métabolisme du globule rouge ou encore les enzymes donc érythrocytaires. Pour cela, on va voir en premier lieu le métabolisme énergétique, le métabolisme, deuxièmement le métabolisme d'oxydoréduction et troisièmement le métabolisme nucléotidique. Donc pour le métabolisme énergétique, bon, on commence premièrement par le métabolisme du globule rouge. Donc sachant que le globule rouge c'est une cellule anucléée, donc elle est dépourvue d'organites de synthèse, donc elle n'a ni noyau, ni ribosome, ni voilà, donc appareil de Golgi, donc elle ne peut pas synthétiser des acides aminés ou encore des protéines. Et parallèlement à ça, elle a un rôle important qui est le transport d'oxygène et de gaz carbonique, et aussi elle a une durée de vie de 120 jours. Donc pour réaliser sa fonction
Et pour aboutir, donc, pour résister, pouvoir vivre jusqu'à 120 jours, donc, elle va utiliser son capital en enzymes érythrocytaires. Ainsi donc, le métabolisme érythrocytaire, c'est l'ensemble de réactions catalytiques dont le but est le maintien des intégrités structurales et fonctionnelles du globule rouge pendant 120 jours. Parce que là, le globule rouge, quand il transporte l'oxygène et le gaz carbonique, et quand il va y avoir de modification donc, de l'état physiologique du sujet, donc il va subir donc, des agressions, à savoir des oxydations. Essentiellement, donc, dans son cytoplasme, il va y avoir des ions peroxydes. Ces ions peroxydes, donc, ils vont oxyder en quelque sorte les protéines de l'hémoglobine et les protéines membranaires, donc faciliter donc la mort du globule rouge. Là, ou encore l'hémolyse. Mais là, quand il a ces enzymes, donc il va pouvoir synthétiser, donc il va pouvoir produire de l'ATP, du NADH, du NADPH, voilà, et éliminer les ions peroxydes qui vont se trouver dans ce cytoplasme et ainsi donc prolonger sa durée de vie et faire sa fonction de façon normale. Donc, là, maintenant, la glycolyse, ou encore le métabolisme érythrocytaire. Le métabolisme donc, érythrocytaire, il s'effectue selon deux voies. La voie principale ou encore la voie d'Embden-Meyerhof, elle représente donc 90% du métabolisme du glucose. Elle se fait en conditions anaérobiques, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Et cette voie d'Embden-Meyerhof, de cette voie, donc, il dérive un shunt ou encore un cycle qu'on appelle le cycle du 2,3-DPG ou encore le cycle de Rapoport-Lubering. Parallèlement associée à cette voie, j'ai la voie accessoire ou encore la glycolyse aérobique en présence d'oxygène ou encore appelée le shunt des pentoses ou voilà donc la glycolyse aérobique. Donc à travers ce schéma-là, vous allez comprendre que pour le métabolisme érythrocytaire, donc, qui est représenté essentiellement par la glycolyse. On commence par la glycolyse. Dans la glycolyse, regardez, donc j'ai deux voies. J'ai la voie d'Embden-Meyerhof, dans laquelle j'ai donc un cycle qui est très important, c'est le cycle du 2,3-DPG. Cette voie, elle s'occupe, donc elle permet la glycolyse de 90% du glucose. Et la deuxième voie, qui est la voie de glycolyse en aérobie, en présence d'oxygène, qu'on appelle la voie des pentoses, et qui permet donc la glycolyse de 10% du glucose. Et donc, elle permet donc la synthèse, la production essentiellement du NADPH. Voilà. Donc, le métabolisme énergétique, la voie d'Embden-Meyerhof et le shunt de Rapoport-Lubering. Donc, on va commencer par la voie principale, celle de la glycolyse. Il s'agit de la glycolyse anaérobie. Donc, elle utilise le glucose majoritairement comme substrat énergétique d'origine extra-érythrocytaire. Donc, qui vient traverser la membrane du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc, il est représenté par deux voies, la voie principale d'Embden-Meyerhof et le cycle de Rapoport-Lubering ou encore le cycle de 2,3-DPG. Donc, c'est ça, la voie d'Embden-Meyerhof. Celle-là, donc c'est une série de réactions qui commence par la première réaction qui est la transformation du glucose en la phosphorylation en glucose 6-phosphate et elle se termine par la réduction donc, du pyruvate en lactate. C'est une source, c'est la seule source d'énergie. Elle aboutit à la formation donc, du pyruvate. Au cours de cette voie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc consommation de 2 molécules d'ATP, donc celle-là et celle-là. Et vers la fin, donc on aura gain de 4 molécules d'ATP. Donc si on va consommer 2 molécules et qu'on va gagner 4 molécules, donc et qu'on va produire 4 molécules d'ATP, donc on va gagner 2 molécules d'ATP.
Là, donc cette voie, elle se fait en double. Pourquoi? Parce que là, c'est un glucose qui a 6 carbones. Il va se transformer donc en glycéraldéhyde, 3 phosphates, un sucre à 3 carbone. Donc, comme si on avait là la voie doublée. Donc, c'est pour ça, au lieu de 2 molécules d'ATP, on va avoir la production de 4 molécules d'ATP. Et aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir production de 2 molécules de NADH. Donc, 2 molécules de NADH qui sont utilisées en équilibre entre la réduction de pyruvate en lactate et la réduction de méthémoglobine selon les besoins. Donc, cette voie, elle permet donc la production de 2 molécules d'ATP et de 2 molécules de NADH. On va voir donc le rôle de chacun de ces produits. L'ATP formée, elle intervient comme coenzyme dans l'entretien des pompes à cations, donc Na+, K+, Mg+, qu'on appelle les ATPases dépendantes. Le Na+, Ca2+, ATPase aussi dépendante, permettent le transport actif des cations à travers la membrane. Elles permettent aussi donc premièrement le transport des cations à travers ce transport actif qui utilise des ATPases dépendantes. Deuxièmement, la phosphorylation des protéines et des phospholipides membranaires. Troisièmement, donc, ils seront phosphorylés, donc automatiquement, ils ne vont pas être oxydés. Et la synthèse donc, des bases puriques et pyrimidiques nucléotidiques. Et bien sûr, la protection de l'hémoglobine et des autres protéines de la membrane contre les agents oxydants. Donc ça, c'est le rôle de l'ATP. Maintenant, pour le NADH formé, donc, il permet la réduction du pyruvate en lactate par la lactate déshydrogénase. Il permet aussi la réduction de la méthémoglobine par la méthémoglobine réductase physiologique. Donc, on va le voir par la suite, on va expliquer ça par la suite. Et il est un coenzyme accessoire à la glutathion réductase. Ça aussi, on va le voir dans le métabolisme de glutathion, d'oxydoréduction, et ça dans la réduction de la méthémoglobine. Métabolisme de méthémoglobine. Maintenant, le shunt de Rappaport-Lubering. Donc, cette voie-là, elle vient annexer la voie principale qui est la voie d'Emden-Meyerhoff. Donc, elle est branchée sur la voie principale au niveau du 1,3-diphosphoglycérate. Voilà, le 1,3-diphosphoglycérate se transforme en 3-phosphoglycérate. Donc, à travers entre les deux, entre cette transformation, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir formation du 2,3-DPG par une mutase et la transformation du 2,3-DPG par une phosphatase en 3-phosphoglycérate. Ce 2,3-diphosphoglycérate, donc, il a un rôle vraiment important parce que quand le globule rouge transporte l'oxygène au niveau tissulaire, donc, qu'est-ce qui va se passer? Le globule rouge, il va libérer l'oxygène au tissu. Et donc, le 2,3-DPG vient occuper, donc, vient s'intégrer à la molécule d'hémoglobine. Et inversement à ça, au niveau pulmonaire, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il ne va pas y avoir synthèse du 2,3-DPG, mais il va y avoir donc activation de la synthèse du 3-phosphoglycérate. Comme ça, le 2,3-DPG sera diminué au niveau pulmonaire et il ne vient pas s'accrocher au globule rouge, il va laisser la place à l'oxygène pour s'accrocher à l'hémoglobine. Donc, j'espère que vous avez compris que le 2,3-DPG et l'oxygène, c'est comme s'ils étaient en compétition pour la fixation, pour se fixer sur l'hémoglobine. Donc, au niveau tissulaire, il va y avoir libération de l'oxygène et le 2,3-DPG, il vient se fixer. Donc, il va y avoir augmentation de la synthèse du 2,3-DPG. Mais par contre, au niveau pulmonaire, c'est l'inverse. Il va y avoir activation de la synthèse du 3-phosphoglycérate et diminution du 2,3-DPG. Comme ça, le 2,3-DPG ne vient pas se fixer sur l'hémoglobine, il va laisser sa place pour l'oxygène et comme ça, donc l'oxygène, il pourra se fixer à l'hémoglobine. Donc, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'adaptation de la fonction respiratoire du globule rouge. Voilà, il module l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène en fonction de la pression tissulaire en oxygène, donnant ainsi deux formes d'hémoglobine. La forme R au niveau tissulaire,
Donc, c'est la forme contractée du globule rouge. Dans ce cas-là, la désoxyhémoglobine, donc c'est-à-dire au niveau tissulaire, qu'est-ce qu'on a? On a l'hémoglobine qui libère son oxygène. Donc, elle se transforme en désoxyhémoglobine. Elle se contracte. Dans ce cas-là, elle va fixer le D3-DPG et elle empêche la fixation de l'oxygène dans les tissus. Comme ça, l'oxygène, il sera libéré. Et au niveau pulmonaire, le globule rouge, il va avoir la forme R ou encore la forme relâchée qui représente l'oxyhémoglobine. C'est-à-dire que le globule rouge prend la forme qui facilite son oxygénation, donc la fixation de l'oxygène. Et dans ce cas-là, il relâche le 2,3-DPG. Le métabolisme, deuxièmement, d'oxydoréduction. Donc là, on a vu, tout ce qui était là, c'était le métabolisme énergétique. Le métabolisme énergétique, j'ai la voie d'Embden-Meyerhof avec son shunt, le shunt de Rappaport-Behring. Et bien sûr, maintenant, je vais voir le métabolisme d'oxydoréduction. Dans le métabolisme d'oxydoréduction, j'ai la voie des pentoses phosphates. La voie des pentoses phosphates, elle aussi, elle fait partie de la glycolyse, mais dans ce cas-là, il s'agit d'une glycolyse aérobique. Ensuite, je vais voir le système d'oxydoréduction du glutathion et le système de réduction de la méthémoglobine. Je commence par la voie des pentoses phosphates. Donc, c'est cette voie-là. C'est la glycolyse, donc elle commence par un glucose 6-phosphate, c'est la glycolyse aérobique qui représente à peu près 10% de la glycolyse. Elle est branchée sur la voie principale au niveau du glucose 6-phosphate et elle produit donc 2 molécules de NADPH. Donc c'est ça les 2 molécules de NADPH. Donc c'est une cascade de réactions. L'enzyme principale, c'est glucose 6-phosphate déshydrogénase ou encore appelée la G6PD. Celle-là, on va en parler donc assez quand on va traiter donc les anémies hémolytiques par déficit enzymatique parce qu'elle est responsable d'une maladie hémolytique due au déficit en G6PD. Dans ce cas-là, le NADPH, c'est un coenzyme pour la glutathion réductase, ce qui permet de maintenir le taux de glutathion réduit. Voilà, donc le glutathion réduit, maintenant le métabolisme aussi d'oxydoréduction, je vais passer au système d'oxydoréduction du glutathion. Là, on a vu la voie des pentoses phosphates, maintenant on va voir le système d'oxydoréduction du glutathion. Donc, le glutathion réduit, c'est un tripeptide qui intervient dans la lutte contre l'oxydation des composants érythrocytaires. Il supporte 12% de l'activité réductrice. Donc, il est maintenu à l'état réduit par la glutathion réductase. Donc, ça, c'est le glutathion. Et ça, c'est le glutathion réduit. Donc, grâce au glutathion réductase, il va y avoir transformation du glutathion donc en glutathion réduit. Donc, elle est induite par le glutathion réductase et oxydée par le glutathion peroxydase. Parallèlement à ça, donc le glutathion réduit, il est oxydé, glutathion oxydée par glutathion peroxydase. Voilà. Il maintient l'intégrité de la cellule en réduisant les groupements sulfhydriques de l'hémoglobine et des protéines membranaires. Réaction essentielle dans la protection de la cellule contre les agressions par les agents oxydants. Donc, les agents oxydants essentiellement représentés par les ions peroxydes, donc l'H2O2, qui se produisent au fur et à mesure, puisqu'il y a plusieurs mécanismes métaboliques au sein du globule rouge, donc il va y avoir production d'ions peroxydes au cours de la vie du globule rouge. Le glutathion et ces ions peroxydes, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? Donc, s'ils vont augmenter, s'il va y avoir un taux important, ils vont oxyder donc les protéines, ils vont donc oxyder les protéines membranaires et l'hémoglobine, donc elles deviendront non fonctionnelles. Le système donc d'oxydoréduction du glutathion, il permet donc de réduire ces ions peroxydes. Donc, il joue un rôle dans la captation des radicaux libres oxydants et le décomposer donc. Il est décomposé en eau, donc H2O2 transformé en H2O. Donc, il est couplé donc, à la voie des shunts des pentoses, le système de glutathion
d'oxydoréduction du glutathion, il est couplé au shunt des pentoses. Pourquoi? Parce que c'est la voie des pentoses qui produit la NADPH. Donc, transformation du glucose 6-phosphate en 6-phosphogluconate. Donc, elle est couplée à la formation elle donne le NADPH. Ce NADPH, donc, il permet la réduction du glutathion oxydé en glutathion réduit. Cette réaction, elle est parallèlement donc à ça, elle est couplée à la transformation de l'H2O2 en H2O. Donc, si le glutathion n'est pas réduit, donc si je n'ai pas assez de glutathion réduit, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des ions peroxydes donc, vont augmenter. L'H2O2 va augmenter, qui va entraîner l'oxydation des protéines membranaires et de l'hémoglobine. Voilà. Donc, il va y avoir augmentation de glutathion oxydée et il ne va pas y avoir de glutathion réduite. Donc, c'est ça le principe du système d'oxydoréduction du glutathion. Maintenant, le système de réduction de la méthémoglobine. La méthémoglobine, c'est quoi? C'est la forme oxydée de l'hémoglobine où le fer est à l'état ferrique, incapable de transformer l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine fonctionnelle, c'est de l'hémoglobine quand le fer il est à l'état Fe de plus. Donc, c'est l'oxyhémoglobine. Elle peut transporter donc l'oxygène. Mais si le fer est à l'état ferrique, c'est-à-dire Fe3+, la molécule d'hémoglobine, elle se transforme en méthémoglobine, qui est une forme oxydée et elle ne peut pas transporter l'oxygène. À l'état physiologique, le globule rouge, il contient moins de 1% de méthémoglobine. Ceci est dû à la présence de la méthémoglobine réductase à NADH et la méthémoglobine réductase à la NADPH. Donc, ce sont des enzymes qui ont pour coenzyme NADH ou NADPH et qui permettent la transformation de la méthémoglobine en hémoglobine fonctionnelle. Donc, la méthémoglobine réductase à NADH, elle représente la voie principale de réduction de méthémoglobine. Elle est dépendante de la glycolyse anaérobie puisqu'elle a besoin de NADH. Elle est appelée diaphorase 1. Mais par contre, NADPH, donc elle est appelée diaphorase 2. Dans ce cas-là, elle a besoin de NADPH et elle est minime, donc, puisqu'elle a besoin du NADPH qui est formé par la chaîne des pentoses phosphates, par la voie des pentoses phosphates ou encore d'oxydoréduction. Donc ça, c'est concernant le métabolisme d'oxydoréduction qui concerne le système de réduction de la méthémoglobine. Maintenant, pour le métabolisme nucléotidique, bon, on ne va pas trop le détailler, mais j'ai 3 enzymes donc vraiment importantes. J'ai l'adénylate kinase, donc qui transforme réversiblement l'ADP, l'ATP et l'AMP. Donc, quand vous voyez que parfois j'ai besoin d'ATP, parfois j'ai besoin d'ADP, donc le passage en équilibre entre ces molécules, donc qui participent à la régulation de la concentration de ces nucléotides. Et ce passage, il est réalisé grâce à l'adénylate kinase. Deuxièmement, la pyrimidine 5' nucléotidase permet donc la dégradation de l'ARN au cours de la maturation des réticulocytes, comme on l'a dit, donc quand l'érythroblaste acidophile se transforme en réticulocyte, dans son cytoplasme, le réticulocyte, il a des restes d'ARN messagers. Donc, ces restes d'ARN messager, donc, il reste pendant 48 heures, donc le temps des réticulocytes, et le temps que prend le réticulocyte pour se transformer en globule rouge. Et donc, la dégradation de cet ARN va se faire par la pyrimidine 5' nucléotidase. Donc, elle catalyse la déphosphorylation des nucléotides pyrimidiques. Maintenant, pour l'adénosine désaminase, elle permet la désamination de l'adénosine en inosine, générant le ribose 1-phosphate, qui est donc un sucre phosphorylé qui entre dans la glycolyse anaérobie. Donc, ça, c'est ce qui concerne donc, le métabolisme nucléotidique. Voilà, donc un bilan. Donc, ce tableau-là, il va regrouper donc, les différentes voies avec... donc, le bilan énergétique et le rôle de chaque produit. La voie d'Embden-Meyerhof, donc j'ai premièrement le métabolisme énergétique, j'ai le métabolisme d'oxydoréduction et j'ai le métabolisme nucléotidique. Le métabolisme énergétique, il regroupe la voie d'Embden-Meyerhof
et le charte de Rapoport-Lubering. La voie d'Emden-Meyerhof, donc, elle produit donc deux molécules d'ATP et deux molécules de NADH. L'ATP, donc, elle permet le fonctionnement des pompes ANA+, et K+, donc les ATPases, la synthèse des phospholipides membranaires et de nucléotides. Le NADH, donc, c'est un coenzyme de la méthémoglobine réductase, donc, comme on vient de l'expliquer dans les plaques précédentes. Le chaîne de Rapoport-Lubering, donc, il permet la production du 2,3-DPG. Son rôle primordial, c'est quoi? Il permet de moduler l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Voilà. Donc, diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène au niveau tissulaire et il augmente l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène au niveau pulmonaire. Maintenant, le métabolisme d'oxydoréduction. Il est représenté par la voie des pentose phosphate, le système d'oxydoréduction du glutathion et le système de réduction de la méthémoglobine. Donc, la voie des pentose phosphate a comme bilan donc, deux molécules de NADPH et une molécule de CO2. La molécule de NADPH permet la réduction du glutathion oxydé et la réduction de la méthémoglobine. Et le glutathion réduit donc la protection des groupements de l'hémoglobine et des protéines membranaires contre les agents oxydants. Le système de réduction de la méthémoglobine, il permet la réduction de la méthémoglobine, voilà, qui est impropre au transport de l'oxygène, puisqu'elle a le fer à l'état ferrique Fe3+. Maintenant, le métabolisme des bases puriques et pyrimidiques, donc on appelle métabolisme nucléotide, il permet la régénération des nucléotides et non pas la synthèse des nucléotides, mais la régénération. Donc, il permet de maintenir un équilibre entre les différentes bases puriques et pyrimidiques, à savoir l'ATP, l'ADP et l'AMP. Donc, c'est bon pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Parce que j'attends toujours, sinon je ferme la conférence. Donc, j'arrête la conférence. Le cours, on l'aura aujourd'hui, la forme PDF. Bon, je ne vais pas être sûre. Peut-être demain ou bien la prochaine fois, prochaine séance. C'est bon, donc vous avez compris? Donc, s'il n'y a pas de questions, je quitte la conférence et donc rendez-vous la prochaine séance. Le mardi 20. Pour voir le cours qui va porter sur l'hémoglobine. Voilà. Donc, allez, au revoir.